Bonsoir Lisandre. Bonsoir Jean-Paul. Alors, une émission ce soir, c'est un petit moment que je t'ai pas venu en direct. Bon, petit problème de santé à cause des clopes, c'est passé, ça va. Bon, maintenant je fume plus, c'est bon. On va pas parler de moi. Donc le sujet ce soir, on pourrait trouver un autre titre, mais ça va être le cauchemar de la rentrée. Voilà. On peut trouver un autre titre aussi si on veut, hein. Ok, bah, quand tu veux. Dans un building de 20 étages, l'été comme l'hiver, tu travailles pour une société de 100 000 actionnaires. Ton nom ici n'existe pas, tu n'es qu'un numéro. Pour être sûr de te garder, on te donne ce qu'il faut, rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Rien n'est à toi, tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Afin d'augmenter leur standing, un jour la société a fait construire près du building une belle cité. On est en qualité d'autorité, voici l'appartement. Pour le paiement tout est réglé, on vous aidera 20 ans, rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, t'appartiens à la société anonyme. Rien n'est à toi, non. Tu ne vaux pas un seul centime, t'appartiens à la société anonyme. Pour les week-ends, on est gentil, on te prête une auto. Elle est graissée, elle est lavée, une 23 chevaux. Ta petite amie te voit de loin quand tu viens la chercher. Car sur les portes, on lit très bien le nom de la société. Rien n'est à toi, tu ne vaux pas un seul centime. Tu t'appartiens à la société anonyme. Rien n'est à toi, tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Après 30 ans d'indure labeur courbé par l'ambition, si même tu finis directeur à monsieur au grand nom, que feras-tu quand t'arriveras le jour de l'addition? Lorsque les gens près de Saint-Pierre ensemble te diront rien n'est à toi, il ne vaut pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Rien n'est à toi, non, non, tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Rien n'est à toi, non, tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Ouais, on est société anonyme, on y est à fond, ouais. Les vacances, le cauchemar de la rentrée. Moi, j'ai vécu un mois d'août un peu spécial. C'est vrai qu'il y avait des parties de Paris avec des rues vides. On aurait pu se croire dans certains quartiers, du moins presque en province, hein. Un Paris un peu déserté. Et puis le retour de la termitière avec son fouillis, ses masses suantes, déshumanisées. C'est reparti pour un tour, bon, qui n'a jamais cessé tout compte fait. Je pense que ce que disait un écrivain comme Salers, qu'est-ce que je vois quand je sors dans les rues? Des millions de cadavres. Ce que Dominique Vénère appelle la fabrique du zombie. Mais ça, c'est pas nouveau, hein. La zombification de toute une société, on la connaît, qui va dans le même sens et marche au pas comme on le veut. Je vois que alors je découvre moi en arrivant l'actualité, les événements, tous les péripéties quotidiennes de ce qui se passe maintenant actuellement. Euh, j'ai vu ces affiches du Nouvel Obs là qui titraient un peu partout maintenant là. DSK, Retour de l'enfer. Alors c'est des titres, moi, je sais pas, moi, à chaque fois, je suis révolté par tout ce qui m'entoure. C'est des titres qui me révulsent, parce que je dis Retour de l'enfer. Quel enfer! La prison de Rikers Island, là, ouais, prison difficile, paraît-il, où il avait... c'est le mensonge des mots, hein. La corruption à tous les niveaux, c'est une cellule des VIP isolée, hein, comme Tapi en son temps, hein. Tapi qui tapine avec Christine Lagarde, dont on sait qu'elle est intervenue illégalement en sa faveur dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Il lui a fait empocher 200 millions d'euros d'indemnité, ce qu'on apprend, quoi, hein. La même Lagarde qu'on retrouve au FMI pour remplacer Strauss-Kahn, hein. Folie. Ce que d'abord appelé la folie normalisée. Ouais. Et ouais, ils appellent ça démocratie. Le mot tient toujours. Valeurs républicaines. Bande d'enfoirés.
On a collé des gens au mur pour moins que ça dans l'histoire. Et les pauvres, pendant ce temps, Madame Michu, hein, les pauvres, Bernanos prophétique, les pauvres vont rentrer dans le monde moderne comme dans la gueule du loup, sans même savoir où ils mettent les pieds. Ces pauvres-là, hein, sont aussi ceux de la classe moyenne aujourd'hui. L'entreprise de démolition, elle est énorme. Droit dans le mur, et puis aucune marche arrière possible. Reste la résistance, bien sûr, le fait de ne pas lâcher un pouce de terrain, dur, parce que l'ennemi arrive sur tous les fronts, et qu'il pratique la stratégie du cheval de Troie, et pire, celle de la cinquième colonne. Hein, ce qu'écrit un économiste lucide récemment dans les médias, Noriel Robini, et ça sent bon l'apocalypse. Il dit: quand les banques ne sont plus sûres et que les gouvernements sont en banqueroute, il est temps d'acheter des boîtes de conserve, des armes, des lingots d'or et filer dans un cabanon de montagne. La croyance comme quoi le pire est passé, c'est du pipeau, ouais. Économiquement, on est dans le sauf qui peut, c'est le mot, ouais, exactement. Et puis voilà, la bombe de la rentrée, la déclaration d'un haut magistrat de Nanterre. L'infirmière de Liliane Bettencourt a confié à ma greffière, et j'ai vu des remises d'espèces à Sarkozy, mais je ne pouvais pas le dire sur le procès verbal. Isabelle Prévost-Després, dans son bouquin Sarko m'a tué. Fric empoché pour sa campagne de 2007, 100 000 euros à l'équivalent, paraît-il, mais beaucoup plus parce qu'il y a eu toute une succession d'enveloppes qui ont suivi, bien sûr. Hein. Mais putain, ces gars-là, ces gens-là ne méritent aucune pitié. Mais personne ne bouge, bien sûr. Quant à la fameuse opposition de gauche en face, démocratique, extrême gauche ou gauche caviar, bon, ils n'ont qu'un but, une obsession, faire comme les maîtres qu'ils dénoncent. Hein, c'est Céline, hein, qui disait arrêtez de m'emmerder avec les pauvres et la classe ouvrière. Ce qu'ils veulent, c'est devenir des petits bourgeois bien comme tout le monde, le plus vite possible. Le problème dans tout ça, c'est l'absence d'histoire, de mémoire, qui permet d'oser affronter la bête, à l'ancienne s'il le faut. Okay, Corral, okay, Corral. They're the outlaw band, make their final stand, okay, Corral. Oh, my dearest one, must I lay down my gun or take the chance of losing you forever? Duty calls, my back's against the wall. Have you no kind word to say before I ride away? Away. Your love, I need your love. Keep the flame, let it burn until I return from the gunfight at OK Corral. If the Lord is my friend, we'll meet at the end of the gunfight at OK Corral. Gunfight at OK Corral. Boot Hill, so cold, so still. There they lay side by side, the killers that died in the gunfight at OK Corral. OK Corral. Gunfight at OK Alors, la rentrée, cauchemar de la rentrée, la Libye. La Libye, j'entends partout. On a gagné comme pour un match de foot. Alors je dis, tu te fous de la gueule du monde. Ben là, je parle aux rebelles, au CNT, je ne sais pas ce que c'est, leur fameux gouvernement provisoire démocratique, entre guillemets, hein,
je souligne le mot, hein. Puis à l'OTAN, qui a fait du droit d'ingérence le premier commandement de ces nouvelles tables de la loi. Moi, je dirais plutôt le délit d'ingérence. En face, on aurait Kadhafi, un méchant criminel. Oui, l'attentat de Lockerbie, entre autres, terrorisme, au tribunal de l'histoire, mon vieux, c'est le genre de salopard qui doit être jugé, pas de problème là-dessus. Et de l'autre côté, le fameux printemps arabe qui sent bon le jasmin et les citronniers. Et puis on apprend que Tripoli a été prise par les forces de l'OTAN et surtout l'armée française avec l'aide, son nom je vais citer son nom, Abdelhakim Belhadj, voilà, commandant militaire qui a pris Tripoli avec le soutien de l'aviation de l'OTAN et qui est un fondateur du groupe islamique combattant, le GIC, qui est proche d'Al-Qaïda. Hein, voilà. Et je lis, il a eu une vie de djihadiste exemplaire sur nombre de terrains d'opération. Son pendant à Benghazi et à Ismaili al-Sabali, lui aussi du GIC. Bon. Donc, Tripoli est prise par un groupe de djihadistes, un commandant djihadiste d'Al-Qaïda, avec l'aide de l'OTAN, on va dire, de l'armée française. En même temps, l'OTAN va bombarder les djihadistes, les mecs d'Al-Qaïda en Afghanistan, et puis avec eux, main dans la main, ils prennent Tripoli. Mais enfin, hein, bravo le printemps arabe et la démocratie telle qu'ils la conçoivent. OTAN et Al-Qaïda, prise de Tripoli. Et tout le monde s'en fout. Le journal de 20 heures et les canards pourris, ben, ils sont là pour faire leur travail de décervelage, de lobotomisation. Kadhafi, les méchants criminels, puis en face, les rebelles qu'il faut soutenir au nom des droits de l'homme. Le mot passe partout. Au fait, ils se comportent comment les rebelles sur le terrain? C'est intéressant. D'abord savoir que ceux qui ont pris Tripoli avec l'aide de Sarko, puis de BHL, hein, qui a conseillé Sarko pour que la France intervienne en Libye, oui, ceux qui occupent Tripoli libéré, entre guillemets libéré, sont sous commandement islamique. Tout de suite, Tripoli. Appuyés par les avions de l'OTAN. Génial. Ah oui, alors le comportement des bons rebelles sur le terrain. Il suffit dans la presse, hein. À 80 km de Sirte, c'est le dernier bastion des kadhafistes, où ils sont retranchés, la dernière des batailles, on va dire. Et les mecs hésitent, les rebelles, avant de lancer l'assaut final, tout de suite, là, maintenant. Alors, témoignage, hier, je crois, d'un journaliste du Monde. Eh ouais, le Monde a osé, mais dépêchez-vous, hein, l'info, elle passera sûrement pas deux fois. Il parle des rebelles, il est là, le mec, qui témoigne, embusqués sous un pont, face au dernier bastion des kadhafistes, et je lis, pour le moment, sous le pont, ils tiennent surtout une famille avec 2 enfants dans 2 véhicules civils. Un des petits pleure, l'autre sanglote derrière un monticule de sable. Les rebelles ont placé la famille face aux lignes de tir. On ne sait pas qui ils sont. Ils disent qu'ils sont de Touarega, bah, ils sont peut-être de Syrie. Alors on les garde en attendant les ordres. On se méfie car cette famille pourrait faire partie de la 5e colonne, raconte solennellement un colonel qui s'appelle Ahmed. Bon, je dis. Comment on appelle ce genre de salopards qui mettent des enfants et toute une famille en première ligne, hein, oui, face à une ligne de tir, parce qu'ils pourraient faire partie de la 5e colonne, et c'est dit sur un ton solennel, ça c'est les rebelles du printemps arabe, ok. À la manière orientale, bon, aussi, bon, alors on sait comment on fait, on crame un paquet de cartouches en tirant en l'air en signe de victoire, à Tripoli, ça s'est fait en Égypte, partout. Et ça donne quoi? Bah, hein, les plombs qui retombent, quoi, bien sûr. Alors à Tripoli, la place est recouverte d'un tapis de douille de Kalash, d'armes automatiques. Puis il y a 4 jours, une fillette de 2 ans a été admise en état de mort clinique, hein, à l'hôpital général, là-bas, victime d'un plomb tombé du ciel, paf, en pleine tronche, quoi. Hop, hein, la cervelle transpercée. La discipline militaire, hein, c'est pas leur fort. J'imagine mal le futur de la Libye. Et d'un coup, on remercie, eux remercient Sarko pour son soutien militaire, beaucoup plus engagé que les British. Hein. Et il vient de signer, on apprend, un accord qui lui attribue, nous attribue, mais nous, moi je m'exclus, excuse-moi du nous, qui attribue à la France 35% du pétrole libyen. Une rétribution pour service rendu. Très bon. Avec Al-Qaïda, avec laquelle il prend Tripoli.
Ça ne gêne pas hein, d'aller à la chasse des mecs d'Al-Qaïda en Afghanistan, où on n'a rien à foutre, et de prendre Tripoli avec le même mouvement terroriste. Son argument massu à la télé avait été, mais là c'est pour les bisounours, il faut être taré pour y croire, et il y a des Français qui gobent ça. Il a dit, il faut venir en aide à un peuple en danger de mort, au nom de la conscience universelle qui ne peut tolérer de tels crimes. C'est beau, Sarko, salopard. Mais ce mec-là, il a vomi, ouais. Il est en train de tenter son programme d'union méditerranéenne, mine de rien, qui avait capoté. Vous vous rappelez, c'était en 2008, avec une coprésidence, hein, une pour la rive nord, chez nous, et puis une pour la rive sud. Une bête à deux têtes, avec en arrière-plan le conflit du Proche-Orient, hein, bien sûr. Déjà, les éditions et les éditos qu'on trouve dans les canards bien pensants envisagent la suite. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors, l'édito de Libé, alors digne vraiment du monde des bisounours, il n'y a pas pire. Sauf que ces salopards, ils ne sont pas dans l'innocence. La naïveté 68ard de leur début. Ils poursuivent des projets cachés, hein, ok, à commencer par la destruction définitive de ce qui est national, identitaire, porteur d'une mémoire. Ces empoisonneurs écrivent, je lis un extrait de l'édito, voilà, après tout ce qu'on fait là-bas, en Libye, etc. La condition, c'est l'ouverture totale des marchés français et européens aux produits des pays arabes. Merci, bravo pour le halal qui va arriver en force. Enfin, le pays a trop longtemps négligé son meilleur atout dans ses relations avec le Sud. Plusieurs millions de Français ont un lien familial ou personnel avec l'un des pays du Maghreb ou des autres pays d'Afrique en révolution en ce moment. Notre diversité n'est pas un problème, mais une formidable opportunité. Ces liens multiples expliquent aussi pourquoi des millions de musulmans, des millions, hein, partagent aujourd'hui nos valeurs fondamentales dans cette région du monde. Nos valeurs fondamentales. Tous ces mots ronflants, bidons, mensongers. Je préfère un mec violent, moi. C'est pire, ça, qu'un mec violent. C'est une violence de salopard, d'empoisonneur, en quelque sorte. Ce qui veut dire, évidemment, hein, augmentation, les suit dans leur raisonnement, si c'est ce qu'ils veulent appliquer. Augmentation des flux migratoires, bah bien sûr, puisque ouverture totale des marchés français et européens aux produits des pays arabes. On a trop négligé le meilleur atout de la France dans ses relations avec le Sud. Précision. Plusieurs millions de Français ont un lien familial ou personnel avec les pays du Maghreb ou d'autres pays d'Afrique, etc. Donc, augmentation des flux migratoires, évidemment, et remplacement progressif d'une culture par une autre. Fin de l'histoire. Ou alors, résistance. Ouais, ça c'est le groupe Vehabictis, pas de liberté, ouais. Anti-mondialisation bien sûr. Un état d'esprit possède son avis, l'attachement pour la terre. Un état d'esprit possède son avis, c'est la langue de tes pères. Les républicains et les jacobins ont voulu te faire taire. Ils ont dénigré, ridiculisé ces mots dont tu es plus fier. Pas de liberté sans identité, pas d'identité sans une langue. Sans une langue, pas de liberté sans identité, pas d'identité sans une langue, pas de liberté sans identité, pas de liberté sans une langue. Aujourd'hui encore on parle de patois, on appelle ça du pour te persuader que c'est du passé, que c'est un dialecte mort. Ils ont déjà brisé la religion.
changé, dilué, standardisé par la mondialisation. Sans une langue, pas de liberté sans identité, pas de liberté sans une langue, pas de liberté sans identité, pas d'identité sans une langue, pas de liberté sans identité, pas de liberté sans une langue. Partout dans tous les pays, pour y remplacer les communautés par un grand supermarché. Refrain de leur tube, jingle de leur pub, Big Brother sur les écrans. Mais pour nos enfants, nous résisterons dans nos langues, ils chanteront. Pas d'identité sans une langue. Liberté sans une langue, pas de liberté, pas d'identité sans une langue, pas de liberté sans identité, pas de liberté sans une langue. Ouais, on connaît la pensée déjà avant Sarko, d'Attali dans le projet d'union de la Méditerranée. Il y a un moment déjà, hein. Et en plus, ils font ça par les armes, ces enfoirés, comme tous les dictateurs qu'ils dénoncent. Dans l'une des commissions qu'il dirigeait, le projet tient en une ligne, hein, intégration du Maghreb, de la Turquie et d'Israël dans l'Union européenne. Bravo pour l'espace géographique que l'on connaît, qui s'appelle Europe. L'identité, eh ben, tous nos morts alignés dans les cimetières des terroirs de France, Attali, chie dessus, lui, ça ne le concerne pas. Ben, ce sont des mecs sans honneur qui courent après l'hyperclasse mondiale, les cartels, les multinationales, ceux qui nous gouvernent du haut de leur Olympe. C'est ça qui les fait bander, ces mecs-là, avec le fric et le pouvoir. Pendant ce temps-là, eh ben, les sondages marchent à fond la caisse. Alors, les sondages, la grosse esbrouffe. 50, alors moi je rentre, là c'est la rentrée, là je découvre tout ça, quoi. 58% des Français déclarent avoir une bonne opinion d'Anne Sinclair dans l'affaire des SK. Ils la trouvent, je lis, forte, digne et moderne. Alors il faudrait quand même dire la vérité, hein. Certains journaux ont levé le lièvre à une époque. Qu'entre elle et son mec, les histoires de cul, ça compte pas. On connaît leur passion pour les boîtes à partouze, il n'y a pas de secret. Alors, sondage réalisé par Harris pour VSD, ben, comme d'hab, le décerbelage, la lobotomisation la plus extrême, comme dans les pires des films de science-fiction, où on vide le cerveau pour le remplir par autre chose. Je pense à ce que dit Parvulesco, un écrivain mort il y a très peu de temps, l'auteur du Retour des grands temps et de la spirale prophétique, quand il parle d'une véritable conspiration du non-être. Il dit « Ce qui est sorti de l'égout, apparemment domine un certain temps et retourne à l'égout.
On appelle ça, en termes paysans, le retour de bâton, quoi. C'est une loi, hein, liée à des forces secrètes, hein, auxquelles n'échapperont pas la bande de pollueurs qui s'attaque à l'homme, à sa dignité, à son histoire. Je préfère, sur l'échiquier européen stratégique, le retour de la, entre guillemets, mais quand même, par rapport à avant, de la puissance russe, ouais, elle est réelle tout de suite, qui pourrait devenir un vrai contre-pouvoir. Ils n'ont pas rompu, eux, avec la grande histoire, les légendes, l'identitaire. Tiens, voilà une photo que je vais coller sur mon mur. Poutine chevauchant une grosse cylindrée à côté du chef d'un groupe de motards, comme dans l'équipe sauvage, sur les bords de la mer Noire, avec le drapeau national qui flotte à l'arrière des bécanes. On est dans la mythologie légendaire, hein, dans l'épopée. Hein. Je vais vous montrer la photo à la webcam pour ceux qui écoutent sur le net. Ça a quand même plus de classe et de grandeur que Sarko Fouquet's ou sur le yacht du milliardaire Bolloré. Un vrai Night Rider, tutoyant les dieux. As the day comes to an end, night rider, he came riding into town as the sun was going down. Saw my baby and he smiled her heart away. Now what will I do today? Caution my baby to stay at home, not to leave mama's side. She laughed when I told her, take care, or you sharing his midnight ride. Night rider, since you stole her out of sight, I ain't had a peaceful night. Night rider, won't you let my baby be? Come on, send her back to me. Caution my baby to stay at home, not to leave my side. She laughed when I told her, take care, or you sharing his midnight ride. Night rider, since you stole her out of sight, I ain't had a peaceful night. Night rider, won't you let my baby be? Come on, send her back to me. Alors l'actualité de la rentrée, c'est aussi le petit détail dans la presse quotidien. Moi, je suis dans le quartier de Saint-Ouen, pourri et pollué, où on marche dans les molars à chaque bout de trottoir. Braquage à Saint-Ouen, deux mecs accusés d'avoir attaqué un distributeur automatique de billets avec de l'explosif militaire, c'est ce qui est cité par le Canard local. Eh bien, ils ont été remis en liberté alors qu'ils étaient jugés par la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Ils ont quitté la salle libre, rigolards, les mains dans les poches. Pourquoi Renvoi du procès à la demande de leurs avocats. Ok. Il faudra aussi m'expliquer ce que ça veut dire le mot justice. Ouais. Aussi bien pour les petits malfrats de banlieue que pour DSK, Sarko, Tapi le magouilleur, qui revient en chevalier blanc pour fendeur du FN. Putain vite, bordel, une branche et une corde solide, la flèche d'un Robin des Bois, ou le cri de guerre de Vercingétorix, le guerrier Arverne au 100 combats, dont on veut faire croire, si récent, qu'il n'a jamais existé. Moi, je prends l'histoire de France dans sa chronologie, hein, avec son flamboiement, ses chaos, ses grands hommes, sans rien jeter. Si tu prends le métro, les boulevards à Paris, les rues, surtout les métros, j'ai vu les noms, l'incroyable nombre de généraux de Napoléon qui sont là,
que ce soit Duroc, que ce soit d'autres de Colincourt. Il y a une flopée de généraux napoléoniens qui marquent les stations de métro ou les grands boulevards, les maréchaux d'Empire. Toute l'histoire est là, dans les noms des stations de métro, des rues de Paris. Tu as toute une histoire, tu as un livre d'histoire qui est là, jusqu'au jour où on débaptisera les rues pour les appeler autrement. Pour l'instant, comme le calendrier, elles sont encore rivées sur une histoire identitaire pas très lointaine. Mais ça, c'est fait pour passer à la trappe un jour. Mais c'est progressivement que tout ça se fait. Évidemment, on ne choque pas la personne en face. C'est la méthode la plus sournoise. On lui apprend à laisser tomber, à oublier. Ouais, ça c'est... bon... quand je pense à ces noms-là, moi j'ai lu il n'y a pas longtemps la campagne de Russie du comte de Ségur, un contemporain des guerres napoléoniennes. Je dis Napoléon, quand j'étais gosse, c'était ma phobie, comme beaucoup de jeunes de mon âge, années 50. Bonaparte, pour nous, c'est un héros, quoi. On avait vu la Belle Gance, on avait vu le Napoléon avec Pierre Mondy, c'était flamboyant, c'est la grande épopée avec ses morts, bien sûr, mais la grande épopée flamboyante, le Rouge et Or. La grande épopée, ouais, la grande armée, avec ses millions de morts, évidemment. Ça a été aussi un carnage. Une grande page aussi, telle qu'on l'a apprise nous, moi à l'école en tout cas. Une autre race d'hommes qui n'existe plus du tout. Quand je vois, en lisant la campagne de Russie, les coups d'éclat de Murat, roi de Naples, beau-frère de Napoléon, de Murat, le hussard, mais des coups d'éclat suicidaires, des charges de fous, où il risque de ne pas revenir. Et à chaque fois, contournement d'Emily, enveloppement sur la gauche, attaque frontale, peu importe, se lancer quand il faut. À cheval, ce sont des hussards. C'est pas l'aviation française qui canarde d'en haut en appuyant sur des boutons électroniques. Donc une race d'hommes qui a disparu. Vaincre ou mourir, c'était leur leitmotiv. Une conception de la mort qui est plus la nôtre aujourd'hui. C'est ce qui a changé aussi. Cette conception de la mort qu'ils avaient, elles agissaient sur eux comme un alcool fort, elles ne les anesthésiaient pas. Le comte de Ségur, dans sa campagne de Russie, il était là, témoin, c'était un aide-de-camp de Napoléon qui raconte juste après. La phrase du comte de Ségur dans ce livre, vétéran de la Grande Armée, pendant l'effroyable campagne de Russie, sur cette conception de la mort, pendant la campagne de Russie, quelques lignes. La mort douce, stable, uniforme, peut-être un événement toujours étrange, un contraste effrayant, une révolution terrible, mais dans ce tumulte, dans ce mouvement violent et continuel d'une vie toute d'action, de danger et de douleur, elle ne paraissait qu'une transition, un faible changement, un déplacement de plus et qui étonnait peu. Incroyable la perception lucide qu'il a de... C'est écrit en 1830, dans ces années-là, quoi. Ouais, une autre race d'hommes, ouais, qu'on a oublié. Elle survit dans les mythes et les légendes, oui.
Ouais, ben voilà un groupe qui chante dans le dialecte de son terroir, chose rare, un groupe de rock metal en plus, islandais, donc dans le langage des îles Féroé, le dialecte des îles Féroé. Euh, Ce que veulent beaucoup de nos concitoyens, ouais, cons et citoyens à la fois, hein, une vie de petit bourgeois planétaire, pas encore tout à fait laminé par le chaos économique, hein, mais ça viendra. L'histoire de France à l'école. Moi, la communale, je m'en souviens, c'était des grandes pages comme au cinéma. Waterloo, la charge des cuirassiers à Réchauffen, Girgovie, terminé. Clovis, Saint-Louis, Charlemagne. Enfin, Charlemagne, j'aurais aussi des choses à dire. Le massacre des Saxons à Verden, pas trop d'accord, hein, parce qu'ils étaient païens, il fallait les christianiser. On a massacré un nombre incroyable de Saxons à Verden au nom de l'Église. Charlemagne a commis une grande faute là. Mais c'est un grand personnage de l'histoire. Euh, Richelieu, Napoléon, dont on vient de parler, ouais, tout ça est passé à la trappe et on tire la chasse d'eau par-dessus, plus rien. L'histoire de France, elle n'est plus étudiée dans les collèges. Ça, on le sait. Hein. La raison invoquée, je la cite, il faut consacrer du temps entre la 6e et la 5e à l'enseignement des civilisations extra-européennes. Et l'historien Casali précise, de l'Empire du Mali à la Chine des Andes. Donc il faut déraciner le bon peuple de France et des autres nations d'Europe, le vider de sa mémoire et lui apprendre, comme dit Alain Minck, à être le bon élève de la mondialisation. Ouais. Danger, parce qu'il y a pollution partout, hein, de l'espace visible, physique, ce qu'on respire, jusqu'au plan métaphysique. Hein, que ces mecs se prennent pour Dieu hein, et ils changent l'ordre des choses. Comme ces bouquins de SVT, Sciences et vie de la Terre, là, pour les terminales. Hein, c'est la rentrée tout ça. Et publié par l'éditeur scolaire Bordas. Le thème, l'identité sexuelle. Hein. Les mecs pratiquent l'inversion complètement. Ces mecs sont des mages noirs. Hein. La SVT, c'est une matière scientifique. Hein. Remettre en question le fait d'être un mec ou une nana, dire qu'on peut être interchangeable, les sexes peuvent se définir culturellement et non pas biologiquement, alors qu'on parle d'un secteur qui est scientifique. On va nous faire de la philo à deux balles, quoi. Ouais, une théorie qui n'a rien de scientifique, et puis qui affirme que l'identité sexuelle, c'est une construction culturelle. Voilà, ok. T'as un sexe, mec, bah, c'est une erreur. En vérité, c'est une conception culturelle. Hein, si tu as eu un sexe, pareil pour une fille, il y a des filles, c'est une conception culturelle aussi. Il n'y a rien de biologique dans tout ça. Manuel scolaire, dans les manuels scolaires. Mais ça mérite quoi, ça? Une révolution, une vraie. Alors on se contente de polémiquer dans les journaux, et puis l'énorme entreprise d'inversion, de démolition poursuit sa marche, implacable et sournoise. J'étais place Gambetta il y a quelques jours, avec un ami. Quelque chose de palpable dans l'atmosphère, de malsain, comme un égrégore, ce qu'on appelle un égrégore, une présence collective comme ça, abstraite mais vivante. Pas très loin, il y a un troquet qui s'appelle Bonobo Café. Bon, bien choisi, hein, quand on sait que le bonobo, hein, c'est le singe le plus excité sexuellement. Ben, parallèlement à ça, moi je ferais plutôt référence à un café-resto que j'ai vu il n'y a pas longtemps et qui m'a surpris, en plein quartier à Ligre, c'est-à-dire où il n'y a que des boucheries musulmanes, dont certaines se font appeler même islamistes, on demande pourquoi musulmanes ça suffirait. Il a créé son café qui s'appelle Au comme cochon. On y vend de la bouffe du terroir. L'iconographie sur tous les murs, ce sont des cochons qu'on voit, des fresques, au 135 rue de Charenton. Et ce qui m'a même surpris, c'est que la nuit de Noël, plutôt que mettre pour les fêtes, comme tout le monde, bonne fête, ce mec-là a mis sur sa vitrine Joyeux Noël. Ça, c'est même pas de la provocation. Il a raison. Il fait ce que tout le monde faisait avant, sauf qu'il fait respecter son territoire, là où il est. Alors je me dis bien sûr que le mec est gonflé d'installer son café-resto ici. Hein. J'ai été le saluer.
Le cochon, ouais, il a raison, parce que c'est déjà le sanglier animal sacré et totémique chez les Celtes. Après, dans la paysannerie de nos campagnes du terroir, c'est la fête traditionnelle du cochon qui réunit la communauté, qui est une fête rituelle en même temps et communautaire. Ça devient au début des années 50, fin des années 50, dans les cartes de vœux qu'on envoie, je m'en souviens très bien moi. Le cochon, c'est le porte-bonheur. Il apparaît sur toutes les cartes de vœux, bonne année, bonne santé, t'as un cochon rigolard avec des rubans qui est dessus. On le retrouve porte-bonheur dans les tirelires. La tirelire, le cochon en tirelire, pareil, c'est la même chose. C'est le symbole du porte-bonheur. Et on en a fait quoi on l'a rangé lui aussi aux oubliettes. Oh, il reste quelques petites histoires pour se rappeler. Il était une fois 3 petits cochons qui habitaient une jolie maison avec leur mère, qu'ils adoraient. Malgré leurs caractères différents, les 3 frères s'aimaient profondément, et qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, dans leur cœur, il faisait toujours chaud. Ouais, souvenir des terroirs avec leur patois et la force de leur identité. Et l'aimait de gras. Montez là tout de une, et l'on de tous les deux. Allez, tirez, allez. La la la. La la la. La la la. Allez. Oh, Blondin. Blondin, laisse-le tranquille. Allez, Varmé, tout de monter. Là-dedans, là-dedans. Yeah, la 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 la. Yeah. Allez. La servante à les vœux, et moi encore pas mieux. La la lélo, la la lélo, la la la. La la lélo, la la lélo, la la la. La 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 lélo, la la lélo, lé lélo. La 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 lélo, la la lé 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 lélo. La 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 lélo, lélo. La 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 lé la la oh la la lé la 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 lé lo la la Allez. lé lo lé la lo. Allons. La la lé lo la la lé lo la la lé Oh, si lo, près, lé lo, vous. lo, Oh. lo, lo, lé, lé, lo, 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 lo. Là, doucement. La 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 lé lo lé lé lo. La T'as des bouches. la Yeah. la Allez. lé lo lo. Là. À tout de monter. Allez. Ouais. Yeah. Ouais.
Oh, il y a aussi de belles choses, hein. La redécouverte de la grotte de Cholet en Ardèche, dont Herzog a fait un film, La grotte des rêves perdus. J'ai pas vu le film, je peux pas vous dire ce qu'il y a dedans, s'il est bon, à quoi il ressemble, mais la grotte, elle existe. C'est une grotte sacrée avec ses peintures et ses figurations chamaniques, datée au carbone 14, 36 000 ans, hein, 36 000 ans. Ben là vivaient nos lointains ancêtres. On trouve, d'après les chercheurs, des figurations avec un degré de sophistication qui n'a rien à voir avec l'idée qu'on sait habituellement des peintures entre guillemets préhistoriques, hein, le mot négatif pour dire que c'était l'obscurantisme, qu'il n'y avait rien avant. Pardon. Je lis le compte-rendu. Précision naturaliste et force des symboles, composition d'ensemble et détails esthétiques démontrent la maîtrise du geste et un intellect aiguisé. Ouais, ici, chez nous, il y a 36 000 ans, à l'époque des clans et des chamans. Alors, ce vieux chamanisme clanique des premières tribus, comment le concilier avec le grand courant qui a fait l'histoire par la suite, qui est j'allais dire le christianisme, non, le catholicisme en France, sous une certaine forme de culture et croyance. Ben, parce que le christianisme, le seul qui m'intéresse moi, celui de mon enfance d'une part, mais aussi c'est le christianisme médiéval. Parce qu'il n'a pas, malgré massacre de Verden, de Charlemagne, d'autres exactions commises, destruction de temples païens, etc., inquisition, etc., il a quand même fait en sorte, il a été, comment dire, le christianisme s'est greffé sur le paganisme, puisque beaucoup de sources, la plupart des sources sacrées chrétiennes sont des sources païennes, on le sait bien. Saint Cornélie, c'est Carnunos, toujours accompagné d'un animal avec des bois, un cerf. Tu retrouves sans arrêt, tu trouves à Chartres, sur le maître-autel de Chartres, le Carnunos qui est gravé, le dieu qui est en position assise avec ses bois de cerf qui est gravé sur le maître-autel. Il y avait une crypte, la crypte coïncide avec un ancien temple sacré. La plupart, alors on a fait en sorte, peut-être en bâtissant des églises sur les anciens lieux du paganisme, d'attirer à nous, les chrétiens, ce qui restait de païens encore, fidèles à leur Dieu, en leur montrant qu'on ne trahissait pas leur Dieu, qu'une nouvelle forme était donnée, peut-être une nouvelle révélation. Je ne sais pas quels étaient le bagout que les prêtres utilisaient à l'époque pour les convertir, mais reconnaissons quand même que le christianisme, je ne parle pas du christianisme des origines, palestinien, aller convertir les nations sur les routes. Je parle du christianisme médiéval, enraciné dans des terroirs. Moi, je m'en souviens, dans des terroirs. Paganisme et christianisme se mêlaient avec une étrangeté incroyable. Chez moi, dans ma famille, les croyances païennes encore, ce qu'il en résultait, on racontait aux veillées, avec la superstition, ce qu'on disait superstition, qui était en vérité le relent, le reste des croyances païennes antérieures, mêlées au christianisme. On disait que le paysan allait en même temps porter un cierge à Saint-Gildas et une prière au serpent en forêt. Bon, il y avait ce double aspect étonnant. Parce que grâce au paganisme, c'est ma vision, le christianisme a pu s'enraciner. Sinon, il est une religion flottante, quelque part, qui a un but international de convertir la planète, comme tous les monothéismes. Et à l'époque médiévale, il s'est enraciné grâce au paganisme. Il a pris terre. En prenant terre, des dieux locaux, en quelque sorte. On a vu apparaître des dieux chrétiens, des dieux locaux, liés à peut-être d'anciennes sources sacrées ou autres, peu importe, des dieux locaux, attachés à la proximité. Donc il a pris terre. En prenant terre, il s'est enraciné. Donc c'était un christianisme d'enracinement, et non pas, si tu lis les évangiles, on en pense qu'on veut, livre d'amour, de lumière, bien sûr que oui. Mais il n'y a pas, je ne me sens pas, moi, dans les évangiles, rattaché à un terroir, à une terre, sinon par ce qu'on m'a appris enfant dans au catéchisme, c'est-à-dire les pèlerinages dans des lieux très précis. Il y avait de la proximité était là, qui recouvrait à peine la vision païenne.
sources locales, les divinités celtiques, un christianisme ou plutôt un catholicisme en France, de la proximité. Et la chrétienté médiévale, en gros, elle a servi de passeur à beaucoup de thèmes et de mythes du vieux paganisme. Ce sont les fondations de notre identité, avec la terre sur laquelle on a les pieds et où reposent nos morts. Ouais, ne pas oublier. Marie, la Vierge Mère, moi, on m'a toujours appris dans ma famille que ma mère, à 18 ans, avait été guérie à Lourdes. Donc, importance du culte de la Vierge dans toute ma famille. Marie, la Vierge Mère, c'est aussi la déesse mère du vieux paganisme. Les deux coïncident parfaitement. J'ai fait un livre là-dessus qui s'appelle Ave Maria. Et ce vieux paganisme qui imprègne encore tous nos terroirs. Oui. Eh bien là, c'est la source de notre identité. Ici, en France et dans les autres pays d'Europe. Ouais, ce sont des chants de tradition, perdus dans la mémoire, dont certains se souviennent, comme ces vieilles chansons qui ont été reprises par le groupe Malicorne, qui sont des chansons de l'histoire, qui sont attachées au terroir, aux provinces, aux saisons, à tout un passé que des groupes comme Triane, Malicorne, groupe moderne, la guitare électrique, avaient dès les années 60 déjà remis au goût du jour. De vieilles chansons traditionnelles de la France, des terroirs et de la vieille France de l'histoire. Monseigneur le duc de Bretagne a pour les combats meurtriers convoqué de Nantes à Mortagne, dans la plaine et sur la montagne, l'arrière-ban de ces guerriers. Ce sont des barons dont les armes volent, des forçats d'un fossé, des preux vieillis dans les alarmes, des écuyers, des hommes d'armes. L'un d'entre eux est mon fiancé. Il est parti pour l'Aquitaine comme un baillier, pourtant on le prend pour un capitaine, rien qu'à voir sa mine hautaine et son pourpoint d'or éclatant. J'ai dit à notre abbé Messire, priez bien pour tous nos soldats, et comme on sait qu'ils le désirent,
Sur devant le cortège, on voit d'abord les piquiers au pas lourd, puis sous les tendards qu'on déploie les barons en robe de soie avec leur corps de velours. Voici les chasubles des prêtres, les héros sur un blanc coursier, tous en souvenir des ancêtres, portent les cuissons de leurs maîtres, peints sur leur corsets d'acier. Admirez l'armure persane des Templiers, craint de l'enfer, et sous la longue pertuisane, les archers venus de Lausanne, vêtus que tout l'armée de fer. Le duc n'est pas loin, ses bannières flottent parmi les chevaliers. Quelques enseignes prisonnières, honteuses passent les derrières, ne servent pas si les cavaliers. Elle dit sa vie errante, plonge dans les rangs serrés, puis dans la foule indifférente, elle tombe froide et mourante. Le d'un palier était passé. Ouais. Alors, le fameux sauf qui peut, moi je ne suis pas un spécialiste en économie comme notre ami Jovanovic, qui fait de très bons livres, mais on sait bien que tout tient sur rien quasiment. On fait croire encore que, comme on dit, que c'est derrière nous, que tout s'arrange, etc. Rien n'a été changé. Le modèle pourri sur lequel on vit économiquement, celui des banques, n'a pas été modifié, régulation, tout ça, rien. Il y a cette compromission, il y a une compromission n'importe comment qui est entre le pouvoir, la banque et les médias, hein, ça c'est clair. Sans parler des gouvernants un stade au-dessus, qui prennent les décisions qu'il faut pour des raisons qu'on ne connaît pas, et si on les connaissait, c'est d'un cynisme, mon vieux, qui mériterait pour ces mecs-là la peine de mort. Hein, moi je le pense. Oui, quand un économiste dit, je le répète, quand les banques ne sont plus sûres et que les gouvernements sont en banqueroute, il est temps d'acheter des boîtes de conserve, des armes, des lingots d'or et filer dans un cabanon de montagne. Bon, ça c'est une réponse au sauf qui peut. On peut aussi, comme les rats affolés, se barrer dans tous les sens, ou comme les baleines venir se suicider sur un bord de mer. C'est une autre solution aussi, hein, sauf qui peut. T'as le mur devant, qu'est-ce que tu fais? Oui, il y a encore, il n'y a pas que le cabanon au haut de la montagne ou le suicide frénétique et désespéré. Il y a Fort Alamo, c'est un exemple. Hein. Je dis Fort Alamo comme je dirais autre chose, Cameroun, peu importe. Fort Alamo, c'est-à-dire le dernier carré, ceux qui résistent, bon, ils savent qu'ils vont perdre. Mais c'est une question d'éthique, c'est des mots usés, tout ça. D'honneur, c'est des mots usés, on les emploie maintenant, ils ne veulent plus dire grand-chose en vérité. Qu'est-ce qu'on peut dire face au chaos, hein, au chaos, c'est-à-dire à l'impossibilité de transformer le monde tel qu'il t'est proposé. Tu n'as pas les leviers, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les alliances, tu n'as pas les pouvoirs, tu es minoritaire, tu es de la résistance, ok? Eh bien, c'est Fort Alamo. C'est là où tu donnes le meilleur de toi-même. Il y a des exemples pour ça face au chaos. Je pense dans les légendes scandinaves, lorsque les dieux de l'Asgard sont menacés par les hordes de Surt qui viennent du sud, c'est dans les textes scandinaves, islandais, que fait Odin. Tout ça n'a pas été prévu par les Nornes qui devinent l'avenir. Il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce qu'on fait? Ils savent qu'ils sont voués à disparaître et à mourir. Ils ne peuvent pas vaincre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se rendent, ils se suicident, ils vont se cacher,
Ben non, en 3 secondes, ils ont compris. Odin se rue sur ses armes, tous font la même chose, et il marche au-devant de la bête qui arrive, la bête immonde. Il marche au-devant. Pour faire quoi? On rejoint la mystique de Fort Alamo, c'est-à-dire, ils savent qu'il n'y a pas d'autre solution, mais qu'il n'y a pas non plus pour eux d'autre attitude possible. Sinon, c'est devenir un zombie, un mec décervelé, privé de... Quand tu es porteur, c'est pas du fanatisme, porteur d'une histoire que tu veux défendre. Tu défends ta liberté et ton identité, c'est tout simple. Gommer l'identité, c'est éteindre quelqu'un, le gommer avec une gomme, le faire disparaître, l'annihiler. C'est ça qu'on veut, nous faire disparaître. On sera encore vivant physiquement, avec un numéro peut-être tatoué au milieu du front, tout est possible. Donc face au chaos, il y a cette possibilité-là qu'on retrouve à Alamo. David Crockett, après ses aventures de trappeur dans l'Ouest, il est sénateur à Washington, il a tout ce qu'il faut, une maison victorienne, un costume fait par les meilleurs couturiers du coin, finit la veste de trappeur et le bonnet de la forêt. Il est sénateur. Et puis dans cette petite localité du Texas, à Alamo, il y a 300 mecs qui défendent cette parcelle de territoire contre des milliers de Mexicains. Perdu d'avance, il faut qu'ils tiennent. David Crockett, il laisse tomber sa défroque pourrie d'Anne Grey de la politique de sénateur, et il va les rejoindre sur les remparts de l'Alamo. Hein. C'est une façon de vivre et de mourir qu'on a perdu. Et pour ça, je pense, c'est une question de mentalité, de perception du monde. Dans le paganisme ancien, quand tu sais que tes ancêtres, c'est dans les croyances, te regardent, quand tu vis, quand tu agis, tu es sur le regard de tes ancêtres, constamment. Donc le moindre faux pas, tu es jugé par eux. Ils ne te disent pas, tu as fauté, mais tu sais fort bien que tu ne vas pas faire ça. Tout ce que tu fais est fait sur le regard des ancêtres. Et il y a dans une très belle prière, dans le 13e guerrier, où tu as ce petit groupe d'hommes, de vikings comme ça, qui sont retranchés. D'un seul coup, tu as une horde qui déferle de la montagne, à moitié démoniaque, enturbanée, entourée de fumée et de flammes, on ne sait pas d'où ils viennent, une horde déferlante qui fonce sur eux. Ils sont là, stoïques, l'arme à la main. Ils vont faire quoi? Se battre et mourir. Mais avant, ils ont une prière à jeter, à lancer. Et cette prière te donne toute leur croyance. Et tu sais qu'avec cette prière, c'est pas un problème de mourir pour eux. La prière, la voilà. Voyez cela, je vois mon père. Voyez cela. Voyez cela, je vois ma mère et mes sœurs et mes frères. Voyez cela, je vois tous mes ancêtres. Tous mes ancêtres qui sont assis et me regardent. Et voilà qu'ils m'appellent et me demandent de prendre place à leur côté. Dans le palais de Valar. Là où les braves vivent à jamais. Vivent à jamais.
Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM et sur internet ici et maintenant.com. Nous sommes avec Jean-Paul Bourg. Alors, en attendant Sforalamo ou Cameron, il y a la résistance à ce système et des lectures que je peux vous proposer. D'abord, relire Guy Debord et toute sa correspondance qui vient de sortir. Guy Debord qui appelait ceux qui nous gouvernent, ceux qui gouvernent le monde d'aujourd'hui, les fausses élites, il les appelait les tenanciers. Puis il évoquait la folie normalisée. Hein. Ce sont ces mots du monde qui nous entoure. Nous piétine, nous étouffe tous les jours. Mais le relire en le réactualisant. Je pense aussi à Richard Millet qui a écrit Fatigue du sens aux éditions Pierre-Guillaume Deroux, superbe livre, bien écrit en plus. Juste un passage rapide du livre. Nous ne sommes plus rien, c'est entendu. De vieux Européens dans une région morte et en tant que Français, vivant au plus perdu de notre identité, pour ne pas dire invisible, donc extraordinairement libre. Pour parler comme je le fais, je dois entrer dans ce qui n'a pas de site, dans l'insituable, veillant à ne blesser personne, me tenant loin de tout débat, celui-ci relevant du spectacle et non de la pensée. Je me prétends l'être le plus sincère du monde. Je cherchais la paix et j'ai partout rencontré l'envie, l'hostilité, la guerre, tout en à me nier dans le pays où je suis né. Je veux dire pourquoi. Nul ne me convaincra d'être prudent, là où l'on doit être sincère. On ne me soufflera pas la parole. Je parlerai non seulement de la fatigue du sens, mais malgré une autre fatigue, qui est le vertige du néant. J'irai plus loin que l'épuisement, dans cet au-delà de la fatigue, où se trouve la vérité. Alors, grande analyse des problèmes actuels par Richard Millet, à travers une vision chrétienne, sa vision qui est la sienne. Richard Millet, Fatigue du sens, aux éditions Guillaume Deroux. Très grand livre aussi pour ceux qui s'intéressent à la géopolitique. Alors extrêmement précis, avec tous les soubassements, les interactions de ce qu'est la géopolitique à tous les niveaux. Le choc des civilisations de Choprade, qui est un professeur de géopolitique à l'école de guerre, qui a été jeté. Bon, il s'est fait balancer parce que il déplaisait au pouvoir en place, il n'y est plus. Mais superbe livre, ou Le choc de l'histoire, de Dominique Vénère aussi, chez Via Romana. Un livre de SF que vient de publier Eric Lequien-Esposi. Esposti, j'ai du mal à prononcer ton nom, Eric. Qui s'appelle L'indélicatesse du cosmos, aux éditions Rivière Blanche. Je ne l'ai pas encore lu, je n'ai pas le temps de lire tous les livres que j'ai tout de suite, mais le sujet me semble intéressant. Juste la 4e de couve, c'est un livre de science-fiction. Hein. Voilà la couverture du livre. Et celui de Richard Millet, le voici. Hop, non, c'est pas la bonne caméra, il est là. La fatigue du sens, très beau titre. Donc, l'indélicatesse du cosmos. Des millénaires d'une paix furieuse avaient plongé la Terre dans un calme effrayant, une sorte de meilleur des mondes, on va dire. Jour et nuit, des hommes et des femmes s'assuraient du bon fonctionnement de la machine sociétale, tandis que d'autres s'acquittaient du sabotage prévu au contrat. Parce qu'il faut une part d'imprévu et d'aventure, tout le monde s'emmerde dans ce système. Entre deux crash parties, les plus zélés travaillaient l'hypocrisie. Les meilleurs éléments finissaient au gouvernement. Maître Moya devait ainsi son élection avoir promis d'endiguer la sclérose planétaire, la démographie galopante et l'inquiétante diminution de la misère. Son idée ? Trouver l'ennemi extraterrestre porteur du chaos idéal. Ensemble, ils vaincraient la pâle fatalité d'un horizon sans vague. Il leur faut un ennemi à tout prix, donc. N'en déplaise, conclut la 4e de couve, à l'indélicatesse du cosmos. Et ça, c'est le secret du livre que je n'ai pas encore lu. Et puis, bien sûr, le livre de Philippe Vardon, Éléments pour une contre-culture identitaire. Alors, Vardon, toujours en première ligne avec son groupe identitaire Nice Arabella à Nice. Un bouquin de 300 pages qui raconte la culture identitaire forgée par de jeunes militants, courant apparu en 2002, et qui prend en compte enfin l'identité et les régions. Et puis, sans oublier... alors pour ceux qui veulent entre autres le livre de Vardon, si je ne me gourre pas, vous tapez
contre-culture.com, c'est tout simple. Et vous tombez dessus. Ouais. Sans oublier, bien sûr, le dernier livre de notre ami Jovanovic, qui est un livre très pointu en matière d'économie rebelle. Et puis, un salut aux identitaires d'Auvergne, que j'aime bien. Pour les trouver, vous tapez sur Facebook, ou vous allez sur ma page, Oppidum, les identitaires d'Auvergne, Oppidum avec 2 P. Puis le site F de Souche pour son info libre, chose rare aujourd'hui. Pour le livre de Vardon, qui est un véritable livre de résistance au déracinement et à la mondialisation. Hein. Je répète, contreculture-union.com. Et puis, il y a d'autres ouvrages qui sortent, on ne peut pas tous les répertorier. Mais il y a une chose quand même importante, on est en 2011, on peut se balader en vacances à Saint-Malo, à Nice, dans d'autres coins de France, Nancy, à Clermont-Ferrand, en Auvergne, où tu veux. Et moi, je lis toujours la mémoire et le lieu. Je ne vais jamais dans un lieu sans savoir avant, ou le sachant déjà, ce qui s'est passé, quelle est la mémoire dont il est porteur. Saint-Malo, par exemple. Saint-Malo, cité corsaire, cité des aventures, grande cité, encore une fois, une race d'hommes disparus. Tu arrives à Saint-Malo, c'est des boutiques clonées sur tous les modèles, il y a la mer, bien sûr, mais se rappeler que la rue de la Soif a existé et qu'il y a une grande histoire qui est là derrière. Un peu de souvenirs, dans l'immédiat, retrouver la mémoire, important, dans un monde où on veut nous décerveler. Oui. J'aurais tant voulu te connaître quand tu étais jeune et belle, quand tes pierres étaient de vraies pierres, dans le temps de la marine à voile. Saint-Malo, la cité corsaire, toi qui es resté si fier, raconte-nous un peu ton histoire, celle qui commence dans la rue de la Soif. Tu as recueilli sur tes quais les plus grands aventuriers. À coup sûr, ils pourraient se noyer sur un comptoir de la rue de la Soif. Tu en as vu partir au loin, qui ne sont jamais revenus. Beaucoup ont donné des putains au trottoir de la rue de la Soif. Ah, c'est solo. J'aurais tant voulu te connaître quand tu étais jeune et belle, quand tes pierres étaient de vraies pierres, dans le temps de la marine à voile. Aujourd'hui, pour gagner ta vie, tu n'as plus que ces souvenirs. Sur ce, je vais boire sans faiblir à ta santé dans la rue de la Soif. Ah, Monica.
pas visiter une ville ou un terroir comme un zombie, mais connaître ce qui s'y passe, ses coutumes, ses mœurs, son histoire, sa mémoire, s'en imprégner, ce qui donne de la force, oui. Alors pour me contacter, si vous avez envie, il y a un site internet, pardon, messagerie, ouais c'est ça, moi putain, moi, c'est pas grave, bon. Vous tapez pas JP, hein, Jibour, BOU20, Jibour, @laposte.net, tout simple. Puis pour Facebook, le HTTP classique avec facebook.com, la barre, Jean-Paul, tout attaché, point, bourg, BOU20. Voilà les deux formules. Le générique de fin et on se retrouve avec les auditeurs qui veulent bien appeler juste après, dans quelques minutes. Vous êtes toujours sur Radio Ici Maintenant, 95.2. Lisandre, on n'a pas changé, on n'est pas sur la Lune. Donc vous êtes sur Radio Ici Maintenant, 95.2. Et pour intervenir en direct à l'antenne, c'est le 08 92 23 95 20. Je répète, 08 92 23 95 20.